gars, salut les gars, Tom sur le tour de la capsule, les gars, comment a été le week-end, les gars? On dit quoi? Silvio, c'est bon? Ça va, week-end tranquille. Le week-end tranquille? John, c'est bon? Top, propre. Léo, c'est bon? Ouais, fatigué d'aider les Toulousains, mais ça va. Parker, c'est bon? Je me sens Je comme vis ma John Jones best après life. le combat de Ghana. Donc, cette semaine, on est dans la capsule, les gars. Donc, cette semaine, on a UFC 286, Kamaru Usman contre Leon Edwards 2. Ce sera à London. Et avant ça, on va d'abord revenir sur l'état de la catégorie heavyweight en UFC. Qu'est-ce qui se passe? John Jones arrive et il fait la terreur. Est-ce que la catégorie a le niveau ou bien la catégorie a baissé en niveau? C'est sur cela qu'on va débattre aujourd'hui. Et ensuite, on va se tourner sur l'un des combats les plus polémiques de l'histoire qu'il y a eu en boxe. Floyd Mayweather contre Oscar de la Hoya, les gars. Léo et Parker sont prêts pour sont prêts pour ce débat. T'inquiète pas, Léo, je te rejoins. Donc, sans plus tarder, les gars, let's go. Donc, n'oubliez pas, les gars, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes où vous écoutez votre podcast. On est sur Spotify, on est sur iTunes, on est sur RSS. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, la capsule sur Facebook, la capsule sur Twitter, la capsule MMA. On est partout, mec, on est partout. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. On va aussi connaître vos avis. Donc, sans plus tarder, on commence, les gars. Il y a 2 semaines de cela, John Jones faisait son retour à UFC 285. Il revenait de la catégorie light heavyweight. Et ensuite, il a fait 3 ans sans combattre. Il arrive en catégorie heavyweight et il pulvérise Cyril Gane, number one contender de la catégorie. Les gens se sont mis à beaucoup parler, genre disant Gane n'avait pas le niveau. Pourtant, la narrative était différente en allant au combat. On disait que John n'allait pas tenir le poids, mais bon, il est arrivé, il a fait 2 minutes de travail sur Cyril Gane. Ce qui nous amène aujourd'hui à nous poser la question sur le niveau réel de la catégorie heavyweight en UFC, les gars. Oh, Quel est le boy. niveau réel de la catégorie heavyweight en UFC actuellement, les gars? On passe la parole à Parker. Bon, on va d'abord remettre les choses dans l'ordre parce que tout de suite taper sur Cyril Gane qui ne s'entraîne pas assez peut biaiser le niveau de la catégorie heavyweight. John Jones, pour moi, il est trop fort, peu importe la catégorie où il sera. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le niveau n'est pas aussi nul qu'on le pense parce que, comme on a déjà eu à lire ici, on a voulu avoir des combats comme, voir comment il s'appelle, Cyril Gane contre Thomas Spinal ou contre Curtis Blade et j'en passe. Il a affronté des poids lourds assez bons, moyens, vieillissants. Il a affronté un bon un striker ou, comme tu disais, un street fighter, comment il s'appelle, Tuvasa. Et il était numéro un contender, c'est ça, non? Il était Yep. numéro un contender dans la catégorie. Donc, quand Jones arrive et il roule sur le numéro un en un round, on peut se dire, ouais, c'était lui le numéro un et la catégorie est totalement faible. En temps, ce sont des points qu'on avait relevés ici. Pourquoi on a toujours, bon, perso, moi, je disais que Cyril Gane est pistonné. John Jones, il a dit quoi? Il a dit ils ont une bonne communication. Parce que, comme il s'appelle, Fernand Lopez, c'est un très bon communicant. Il a amené son combattant jusqu'à ce niveau-là et il a eu 2 title shoots, on va même dire 3, puisqu'ils ont voulu éjecter. Je ne sais pas s'il y a déjà des gars qui ont eu ça limite d'affilée comme ça, comme Cyril Gane. Mais nous, on posait la question pourquoi il n'affronte pas Blade, il n'a pas affronté Aspinal et tout. Donc,
Si notre point de référence, c'est Cyril Gann, on va dire, oui, c'est faible vu l'arrivée de John Jones. Mais on aimerait bien voir contre des gars comme Aspinall, Curtis Blade. Parce que si des gars comme Blade et Aspinall roulent sur Gann, c'est Gann qui va arriver que Gann n'avait pas le niveau. On avait pris le cas de, comment il s'appelle, Derrick Lewis. Mais Derrick Lewis, moi, j'avais dit, si vous vous rappelez, que Derrick Lewis, OK, il a battu Derrick Lewis, mais c'est le nom. Derrick Lewis n'a plus le truc, il n'a plus cette rage-là et on a vu l'enchaînement des défaites du mec. Donc, pour moi, la catégorie est assez bonne, mais peut-être on devait on devait mettre en avant plus de combattants poids lourds. Bon, la catégorie est bonne en fait. C'est juste, on va commencer, on va remettre les choses dans le contexte pour répondre un peu à Parker. Tu parles de, comment il s'appelle, Blade, tu parles d'Aspinal. Blade, au moment où Cyril monte, Blade en protocole commotion. Derrick l'a assommé. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que Lewis affronte Gann. C'est pas parce que Blade est disponible et il lève la main et qu'on ne le prend pas. C'est qu'il est en protocole commotion et il faut qu'il se repose. Tom Aspinall est en train de monter. Et c'est pour ça que Gann est déjà devant. Donc, Gann ne va pas revenir en arrière pour prendre quelqu'un qui est en train de monter, alors qu'il peut négocier, comment ça s'appelle? Il peut négocier la ceinture. Et si tu parles du piston pour Cyril, tu dois parler du piston pour Francis. Francis fait la ceinture en 6 combats et Cyril, je pense qu'on en est à autant de combats pour la ceinture. Donc, s'il y a piston pour un. Excuse-moi, pour rebondir, c'est pour ça que j'ai dit le mec là, c'est un bon communicant, hein, Fernand Lopez. C'est pour ça que j'ai dit ça, c'est un bon communicant, il sait vendre. Donc, maintenant, pour Cyril ne pouvait pas affronter tous les gars que tu as cités. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de combinaisons à faire pour moi. Maintenant que Blade est revenu, Blade revient, maintenant que Aspinal, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, donc il faut voir ce qu'on lui fait comme proposition. Il y a pas mal de combinaisons. Mais le reste, en fait, le reste a déjà combattu. À part peut-être Pavlovich, mais si tu prends le top 10 a pas mal tourné entre. Les gars ont pas mal tourné entre eux. Tous les. Comment ils s'appellent? Dakaos, au moment où tu penses qu'il peut prendre le title shot, il se fait assommer. Blade, au moment où tu pensais qu'il pouvait prendre le title shot contre Ngannou, il s'est fait assommer à 2 reprises. C'est pas le problème en fait de. Là, c'est juste que le top 10 a beaucoup tourné. Peut-être qu'il faut introduire de nouveaux éléments en fait. C'est pas que la KT est faible, c'est en dessous du top. Les éléments en dessous du top 10, on ne les voit pas trop. Et c'est juste aujourd'hui ce qui est problématique, entre guillemets. Silvio? Alors, là, je dirais qu'on a l'impression que la catégorie heavyweight, elle est moins compétitive aujourd'hui par rapport à il y a quelques années où il y avait Junior Dos Santos, Velasquez, Cormier, Brock Lesnar. Donc, il y avait plus de gros noms dans la catégorie heavyweight. Là, aujourd'hui, c'est deux, trois mecs qui font le top de la catégorie. Aujourd'hui, Curtis Blade et puis, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Derrick Lewis. Quand la catégorie était à son prime, quand il y avait les Verdum et tout ça, ces mecs-là, ils étaient 15e, 20e. Aujourd'hui, le problème de la catégorie heavyweight, c'est qu'il y a, ouais, il y a moins de noms, enfin, il y a moins de gros noms. Donc, il faut injecter du 109. Et dans le top 5, il n'est pas dégueulasse. Avec Cyril Gann, Pavlovich, Aspinal. C'est de nouveaux noms, il n'est pas dégueulasse. Donc, oui, il faut injecter du 109 et promouvoir des combats, justement, sur ce top 5-là pour pousser les gars. Ce qui m'amène à poser la question, avant que je ne passe la parole à Léo, oui, ce qui m'amène à poser la question, est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut remettre en question le niveau ou bien je me dis, le niveau est là, c'est juste que les gars ne sont pas marketable. C'est ce qui m'amène à me dire. Il y a deux Parce éléments que de la catégorie. Il y a deux éléments de la catégorie qu'on oublie. Il y a le nouvel arrivant, là, Jason Jayton, Almeida. il y a Jason Jayton Almeida. Almeida qui est là, Il y a et le aussi il y frère a. de Kamaru. Mhm.
Et aussi quelqu'un qui est dans le top 5. Il y a, comment on appelle, Pavlovic. Tu vois, les gens ne se lèvent pas pour dire, parce que Pavlovic est dans le top 5, mais c'est pas comme si il suscitait l'engouement des fans, en fait. Pour moi, la catégorie s'affaiblit pas du fait que John Jones est venu pour dominer. Pas à cause de ça. J'ai souvent tendance, quand je vous écoute, à entendre vos références. J'ai l'impression que vos références ne, ne vont pas plus loin que les 10 dernières années, souvent. Moi, pour moi, la différence entre les heavyweights de maintenant et les anciens, c'est leur passé. Parce que rappelez-vous que tous les grands baroudeurs qu'on avait avant d'être à l'UFC, je entendais, ils avaient fait 25 combats par-ci, champion de Vale Tudo, champion de boxe thaï, champion. Aujourd'hui, les gens intègrent trop rapidement l'UFC. Et donc, on ne connaît pas forcément leur valeur intrinsèque. Il y a ce premier plan-là. Le deuxième plan, on est, comme Parker l'a dit, dans la génération, l'époque de la communication. Ce n'est pas le meilleur qu'on va voir devant, c'est celui qui a le meilleur communicant, la meilleure communication. Ce qui fait en sorte qu'on ne va pas voir et on ne va pas chercher d'autres champions poids lourds ou d'autres combattants poids lourds. Moi, je trouve que la catégorie s'affaiblit non pas, je le répète, parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'on prend des gens qui ils n'ont pas d'histoire, en fait, tu vois. Ils n'ont pas d'histoire comme au passé. Tu vois, à l'époque, tu avais, comme on pouvait le voir, tu avais, allez, vous allez m'insulter, mais Fedor n'est pas en UFC, mais par exemple, Rampage. Il a eu une histoire à l'UFC, il a eu une histoire avant, tu vois, il y a eu 15 000 combats là. Tu vois, il y a eu une histoire au Pride. Tu prends Machida, champion du monde de karaté, Vale Tudo, tu prends Rashad Evans, champion de lutte, machin, et même encore plus loin. Tu prends Shane Carwin, tu prends tous ces gens. Ils ont une histoire dans le passé. Aujourd'hui, si tu regardes dans les heavyweights, ben, moi, je ne peux pas te dire ce que Aspinal il a fait avant de rentrer à l'UFC, en fait. Comment il est arrivé à l'UFC? Alors, je vais te répondre, Léo. Je vais te répondre, Léo. Toutes ces organisations-là, le Pride, le Strikeforce, tout ça, ils ont été rachetés par l'UFC. Et là, aujourd'hui, l'UFC, on va dire, c'est la NBA du MMA. Donc, tout le monde non, y va. oui, d'accord. Non, mais je ne te parle pas de forcément Strike UFC Pride. Je te parle, par exemple, je vais te prendre un exemple très simple. Comment Fedor, quand il est arrivé au Strike Force, tu regardes le CV de Fedor, champion du monde de sambo. Il a fait 25 combats de kickboxing. Parce Mirko que, Krokop. Léo, le MMA est devenu un sport comme le karaté et tout le reste. Il y a des gars, ils viennent C'est ce que j'allais directement dire. Oui, euh, en tant mais, que mec formé au MMA. mais La je majorité, ne dis pas. Je suis d'accord avec toi, une fois, Parker. j'avais Mais je eu, ne. une fois, j'avais eu le débat avec Tobbs parce que, par exemple, un gars comme Derrick Lewis, moi, je ne comprenais pas un peu. Dit, attendez, c'est un boxeur, c'est un quoi? C'est là où Tobbs me dit, il y a beaucoup de street fighters qui sont là dans l'UFC. C'est des mecs juste, ils sont solides. Ils sont Je suis solides et d'accord. ils viennent combattre. Laisse-moi terminer, Parker. Je suis d'accord, mais je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein. Je dis juste que peut-être que le niveau est plus faible parce qu'ils n'ont pas un bagage plus conséquent, tu vois. Et comme Dana sait très bien que certains n'ont pas le bagage plus conséquent, il va toujours remettre les mêmes. Ensuite, j'ai quand même regardé dans les autres organisations, c'est la même chose. Il n'y a que les tocards. Par exemple, le Bellator, c'est Ryan Bader qui perdait tout le temps en UFC qui est champion. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, il n'y a pas quelque chose, il y a quelque chose peut-être qui freine les champions de l'UFC. Et j'ai constaté qu'avant, tu pouvais avoir 3, 4 combats heavyweight dans l'année, peut-être même plus. Maintenant, tu en as un ou deux. Tu as aussi ceux qui, aujourd'hui, tu sais que les heavyweight, quand ils frappent, ils font mal. Je reviens sur l'histoire de Curtis Blade qui dit que quand il a commencé contre Derrick Lewis, il s'est dit je vais l'amener au sol et quand il a ouvert les yeux, il était à l'hôpital. Il y a des protocoles de commotion qui sont violents et donc il y a des gens qui se disent moi je ne peux pas aller à l'UFC si je n'ai pas la maille qu'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette partie pognon qui fait en sorte que est-ce que je vais m'engager là-bas où il y a des meurtriers pour toucher très peu quoi.
je pense qu'il faut étoffer. Voilà pourquoi moi je pense que la catégorie heavyweight, elle est en train de s'affaiblir, qu'il faut on intègre des gens qui ont un bagage, qui ont une histoire, et qu'on multiplie le nombre de combats heavyweight dans l'année. C'est vraiment... Parce qu'à l'heure actuelle, je vous dis, il n'y a que 2 personnes qui peuvent battre John Jones, selon moi. Pour moi, en fait, je me dis, le niveau est là. C'est juste que les gars ne sont pas marketable. On va pas se lever pour aller voir un Sergei Pavlovich, par exemple. Moi, je veux bien voir Gann combattre. Je veux bien voir John, maintenant qu'il est en heavyweight, je veux bien voir combattre. Mais l'engouement n'est pas suscité si on dit il y a Sergei Pavlovich qui se bat contre Alexander Volkov, par exemple. Il y a, il y a, il Et y a pourtant, pas... Erwan, permets-moi de te couper, dans ce top 5-là, le seul qui a un bagage et qui a une histoire, parce qu'il faut regarder ce que Sergei Pavlovich a fait avant d'arriver à l'UFC, c'est bien lui. Hein. Oui, oui. Et c'est Tu pour vois, ça que c'est le seul qui est vraiment au niveau là. Hein. Oui, oui. Après, si tu veux parler des bagages avant, en fait, je me dis, les bagages avant, ils sont là parce que à chaque fois qu'un heavyweight combat, comme par exemple un Curtis Blade, avant qu'il combatte, on va te parler de ses prouesses en wrestling, par exemple. Il n'arrive pas en heavyweight, il n'arrive pas en UFC par hasard. Il a un bagage en wrestling sur lequel on va C'est quoi s'étaler. son bagage en wrestling? Dis-moi, c'est quoi son bagage? Dis-moi. Je pense qu'il est champion, en Division 1 NCAA. NCAA, non? Ouais. Ouais, il est champion en NCAA. Je pense qu'il a quoi? Il a un truc de 30-0, un truc comme ça, je sais pas. On va te Mais parler de tu ça. parles de quoi? Tu parles champion d'un truc à part. Attends. On va reprendre, on va remettre les choses dans le contexte. Mirko Krokop Filipovic. OK? Quand il arrive en MMA, il est 3 ou 4 fois champion du monde, pas de NCAA, hein, pas du quartier, pas de l'état de l'Iowa. Il est 4 fois champion du monde de kickboxing et de Muay Thai. D'accord? Il a eu 38 et il n'y a personne qui a fait comme lui 38 KO dans toute sa carrière avec sa jambe gauche et sa jambe droite. Sa jambe droite qu'il appelait hôpital, sa jambe gauche qu'il appelait cimetière. Tu comprends la différence? Écoute-moi, Léo. Et toi, ça va revenir sur ce que je dis, le manque du marketing, en fait. Ça va revenir. Le record qu'il a, il faut bien que quelqu'un le dise aux fans. Et comment ça se dit, en fait? Tu vois? Ce sont les mêmes raisons pour lesquelles aujourd'hui, des gens comme Curtis Blade ou Tom Aspinall sont plus vus au niveau des fans parce qu'il y a des gens il y a toute une team marketing derrière qui dit ces records-là, même si ces records ne sont pas, comment on appelle, non pas autant de poids, comme tu le dis, même si ce record-là n'ont pas autant. Mais les fans entendent ça et les fans se disent, oh, waouh, en wrestling, il a fait ça, ça, ça. Mais pour les autres, il n'y a personne qui dit ça. Un gars comme Chetan Almeida, il faut attendre qu'ils soient nés en UFC pour qu'on voie ce qu'ils valent, en fait. Tu vois, Chetan Almeida, il arrive, il met des KO au premier round. Jusqu'à présent, il n'a pas encore perdu. On se dit, oh, waouh, le gars est fort. Putain, il vient d'où? Parker l'a dit tout à l'heure, c'est que le MMA, c'est une discipline à part entière aujourd'hui. Parce que Léo, quand tu dis, comment il s'appelle? Krokop était champion avant, les Overeem étaient champions avant, à gauche, à droite. Ces mecs-là viennent d'une discipline et ils arrivent en MMA. Aujourd'hui, quand on parle de Francis, par exemple, son bagage avant l'UFC, je ne sais même pas quel bagage il a avant l'UFC. Son bagage, c'est qu'il est immigrant. Mais tu vois, c'est Donc, ça. en fait, on a pris un élément qui venait, qui avait un bagage MMA, pas un bagage d'une autre discipline. On a pris un élément qui avait un bagage MMA et on l'a développé. Aujourd'hui, en fait, pour revenir sur ce que Smith dit, c'est qu'il faut développer les gars, ceux qui viennent du MMA. Je trouve les combattants un peu douillés. Regarde, un Derrick Lewis qui dit qu'il ne veut pas faire de combat depuis 3 rounds. C'est quel genre de combattant, ça? Un combattant qui connaît ses limites. Les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, commentez. Et regardez les combats. Et regardez pas commenter les highlights. Combats, pas les highlights. Non, mais regardez les combats. Moi, je vous dis déjà. Pas les highlights. Ne faites pas comme Léo. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie du podcast, les gars.
gars, le Back in Time. Donc, Back in Time, vous savez, il s'agit de revenir sur les combats qui ont marqué nos esprits. Et cette semaine, on se focalise sur l'un des combats les plus polémiques de l'histoire qui a opposé Floyd Money Mayweather contre Oscar de la Hoya. Combat très polémique qui a laissé les fans partager sur la décision qui a vraiment gagné le combat. Donc, on va revenir dessus, les gars. Qu'est-ce que le combat vous a fait ressentir pour vous? Qui a gagné le combat? Pour vous, vous avez retenu quoi de cet événement? On va commencer avec John. Let's go. Pas qu'il aurait dû commencer, il aurait dû commencer. Ben, ok, ben, en fait, avant le combat lui-même, parce que le combat, c'est une chose. Il faut parler de tout le contexte qu'il y a eu à ce moment, l'organisation de l'événement, les revenus gérés par l'événement et le record, en fait, que cet événement était au moment du combat. Moi, de mémoire, c'est tout ce qu'il y avait organisé autour. Tu vois, ils avaient fait un documentaire. Le 24/7, c'est la création de cette émission par HBO. Tu vas arriver, ne t'inquiète pas. Donc, c'est tout ce qu'il y a eu autour de l'événement. Quand ils organisent, d'un côté, tu vois en fait une opposition d'images. C'est ce que je retiens en fait. Floyd, qui était à cette époque-là Pretty Floyd, après il va passer à Money Floyd, qui était le bad boy qu'on a toujours considéré. Et tu avais de l'autre côté Oscar de la Hoya. Avant les excès, hein, parce qu'il faut dire après ça, c'était un peu bizarre. Mais après, à ce moment-là, c'est bon, comme c'est quoi le nom que vous donnez aux États-Unis? Le gendre idéal, c'est ça? C'était un peu une opposition entre le bad boy et le gendre idéal. Moi, c'est ce que je retiens de ce qu'il y avait autour de l'événement. Deuxième chose, c'est la lutte interne qu'il y a dans le camp de Floyd entre son père et son oncle. Parce que le père était entraîneur de la Hoya et il va demander une grosse somme je crois qu'il avait demandé 2 millions, quelque chose comme ça, pour entraîner de la Hoya et de la Hoya va rejeter l'offre. Il revient dans le camp de son fils. Le problème, c'est que son fils a toujours le tonton qui est là, qui entraîne depuis, et son fils ne veut pas laisser la place au père. Et je crois que c'est dans l'émission, en fait, il y a une vidéo qui a tourné où ils se prennent la tête, dégage de mon... Ça s'insulte, il met son père à la porte du gym et tout. Et tu as les revenus, en fait. Je crois qu'à ce moment-là, on a le record de revenus générés par les entrées, les tickets vendus. On a quelque chose comme 19 millions de tickets vendus. Ensuite, on a les pay-per-view de l'époque. Et à cette époque-là, De La Hoya est mieux payé que Floyd. Ça, c'est à partir de ce combat que Floyd passe le stade d'après. Ouais. De La Hoya est mieux payé que Floyd. Maintenant, en ce qui concerne le fight lui-même, pour moi, il n'y a pas split decision. Moi, je vais être direct, il n'y a pas split decision. Floyd gagne le combat. Parce qu'il ne faut pas confondre un... Ah non, non, non. Tu peux bouger encore la tête. Tu n'as pas bien bougé la tête. Bouge encore la tête. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde dans ce sport l'agressivité. Être agressif, ça ne veut pas dire que tu as touché ton adversaire. Ça veut juste dire que... Ça veut dire que tu as été agressif, c'est tout. Tu as beaucoup. Et il faut regarder les stats. Et parce que tu bouges la tête, tu oublies un élément. Il faut regarder les stats. Entre les coups donnés par Oscar de la Hoya et les coups que Floyd a reçus. Le pourcentage de la Hoya, on est à peine au-dessus des 20%. Donc, tu ne peux pas gagner un match en 12 rounds en étant à peine au-dessus de 20%. Floyd, il est au-delà des 40. Donc, le fait que... Il a été agressif, il a voulu montrer, parce que De La Hoya était... on disait que c'était son dernier combat à ce moment-là, il voulait partir en beauté.
il a juste été agressif. C'est bien, il a poussé Floyd un peu dans ses retranchements, etc., etc. Mais c'est tout. Ça me rappelle le combat numéro 2 contre Maïdana. C'est l'agressivité, mais il n'a pas touché autant que ce qu'on a pu croire. Donc, la split decision pour moi, c'est split decision, c'est parce que De La Hoya était aimé. Et c'était chez lui. Las Vegas, c'était un peu chez lui avant que ce ne soit le terrain de jeu de Floyd. Donc, pour moi, Ok, c'est ça, en fait. ok. Moi, Donc, continue à bouger la tête. je vais revenir sur un truc. Pour ce combat, ce que je retiens, la vision marketing de Floyd, oui, tout ce qui s'est passé autour, comme John a dit, la vision marketing, il faut vendre aux fans, forcément, il faut vendre aux fans un personnage. Et Floyd avait choisi de se faire passer pour un bad boy, ce qui a permis aux gens de dire, oh, ce combat sera un bad boy contre un enfant de cœur, Oscar de la Hoya, contre C'est pas la vision marketing de Floyd. c'est ça en fait. Et puis aussi, il y a eu le mini documentaire. Et ça me ramène à dire ce que j'avais déjà dit lorsqu'on était revenu, lorsqu'on avait fait le back in time sur Conor McGregor. Floyd, c'est quelqu'un qui sait vendre un événement en fait. Même si l'événement est bad, Floyd sait toucher le cœur des fans. S'il a besoin de se faire passer pour un mec méchant pour vendre le combat, c'est ce qu'il va faire. S'il a besoin de se faire passer pour quelqu'un qui a taffé dur, c'est ce qu'il va faire. Il va vendre la chose. Côté promotion, il n'y a rien à dire de Floyd. Maintenant, on arrive au combat lui-même. Les gars, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les gens sont partagés, c'est parce que Floyd a bel et bien perdu ce combat-là. Les grands moments de ce combat ont été marqués par De La Hoya. Vous me parlez d'agressivité ou bien quoi? Non, il a fait les grands moments de ce combat. Qu'est-ce que Floyd a proposé? Floyd a proposé sa technique de d'habitude, tu hit et tu run. Tu hit et tu run. That's not boxing. Non, Yes. c'est pas hit and run, c'est hit and dodge. Yeah, C'est deux choses différentes. Moi, j'appelle ça hit and run parce que c'est pas dodge. C'est you running around the ring. C'est fou en fait. Yes, c'est une technique qui a fait de Floyd ce qu'il est. C'est une technique révolutionnaire. Yes, il a apporté quelque chose de plus à la boxe. Mais pour moi, je suis désolé et je pense que Léo dira la même chose. Pour moi, Floyd a perdu ce combat en fait. Léo ne va pas parler parce que, écoutez, quand je t'explique, je n'arrive pas. C'est fort là. Monsieur, attendez. À un moment donné, soyez un peu sérieux avec vous-même. Oh my God! Et, et quand tu parles de moments forts de ce combat, nous nous rappelons tous du 9e round de ce combat où Oscar de la Hoya brasse du vent en attaquant Floyd. Il esquive tous ses coups. Monsieur, quand on parle de moments forts, c'est aussi l'art d'esquiver de Floyd Mayweather. Bon, bonjour à tous, c'est Jess Parker dans la capitale représentant de Mayweather Promotion. Je peux commencer. Le 5 de Mayo, le 5 mai. Oui, vous devez la reconnaître. C'est bon, non? Tu sens ça? Hein? Oui, le 5 mai, ce combat a donné naissance à Money Mayweather. Pour revenir un peu sur ce que John et Smith ont eu à dire, et je te corrige, Smith, ce n'était pas la vision de Mayweather à ce moment-là, mais c'était la vision de Oscar de la Hoya. Et c'est de là où Mayweather s'inspire. Et c'est de là où Mayweather s'inspire pour Mayweather Promotion. Parce qu'il a vu comment Oscar, c'est un événement qui était sous couvert de Golden Boy, le truc d'Oscar de la Hoya. Il a vu comment Oscar a géré le truc. Et ensemble, ils ont, avec HBO, créé, accepté, parce que ce ne sont même pas les créateurs, accepté de faire l'émission 24/7. Tu vois, et maintenant, dans cette émission, il y avait le, le gendre idéal, comme John a dit, qui était Oscar de la Hoya, et il y avait Pretty Boy, l'autre côté. Maintenant, en créant le personnage, Floyd voulait montrer qu'il avait l'argent. C'est là où venait Money Mayweather.
Tu vois un peu, non? Bon, là, c'était pour te remettre dans le cadre. Je ne vais pas rester. John a déjà tout dit. Ils ont généré assez d'argent et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de problème. Allons-y dans le vif du sujet. On parle du combat. Comment ce combat, toi, tu es un expert de la capsule, tu peux dire que ce combat, il n'y a pas split décision où Floyd a perdu. Soit, dis même split décision avec ce juge-là qui s'est embrouillé dans ses propos. Mais à aucun moment, Floyd ne perd ce combat. Je suis désolé. Floyd ne perd ce combat à aucun moment parce que même les stats sont clairs. Et j'ai les stats là, dans ma main. Oscar de la Hoya a exactement envoyé 587 coups, dont 122 ont touché Floyd Mayweather, ce qui fait 21%. Floyd Mayweather a exactement envoyé 481 coups, dont 207 ont touché Oscar de la Hoya, ce qui donne 43%. Quand on parle de coups puissants, parce que là, c'était quand tu touches de coups puissants, Oscar de la Hoya a envoyé 341, dont 82 touches Mayweather. Et Mayweather a envoyé 241 coups, dont 138 touches Oscar de la Hoya. Les statistiques sont claires. Les Entre la statistiques, toi, tu brutalité... basé sur les statistiques qui varient d'une page à une autre. Je comprends pas. Monsieur, Vas-y, qui va? continue, Mais qui continue, va? continue. Montre-moi, montre-moi. Monsieur, je suis sur Bleach Report. Et on va mettre ces pages de stats et on laissera le peuple décider. On est dans un sport de combat où les stats sont très importantes pour juger et déterminer. Et maintenant, quand tu regardes la physionomie du combat, et même lui-même, il a dit, aujourd'hui, il finit par avouer qu'à partir du 7e round, et on mettra les liens, les déclarations d'Oscar de la Hoya, il a dit qu'il était épuisé. Et Floyd a toujours gardé son même game plan. Il a rendu les honneurs à Floyd et il a dit qu'il aurait aimé affronter Floyd quand il était même un peu plus jeune pour voir ce que ça allait donner. Donc, monsieur, quand vous arrivez ici, dans cette capsule, avec des « oh, pour moi, oh, pour… » Ce n'est pas pour vous. C'est de notre art. Nous ne sommes plus dans le MMA, là où le brouillon compte. Ici, c'est de l'art. L'art, c'est le beau. Esquive, il court un peu. Pas la brutalité, non! On est ça, c'est la lutte, là. On est dans un sport de combat, c'est vrai. Et visuellement, on a l'impression que celui qui a été le plus agressif, le plus entreprenant, est celui qui a gagné le combat. Mais non, il a été le plus agressif, mais il n'a pas touché Floyd. Il n'a pas touché Floyd. Floyd ne l'a pas dominé non plus. Il a resté dans son style. Il a toujours une boxe défensive. Il te contre-attaque. Mais l'autre, malgré toutes ces avalanches-là, il n'a pas touché. Avec tous ces coups-là, le gars n'a même pas une bosse quelque part, il n'a pas une égratignure. Comment? Tu fais tout ça là pour le cadeau? Donc pour moi, Floyd a gagné ce combat-là. Effectivement, je suis d'accord avec vous, monsieur. Personnellement, je ne vais pas revenir sur le contexte, je veux juste vous donner des chiffres, effectivement, pour revenir sur ce que John a dit. De la Hoya a touché 50 millions, le combat a généré 187 millions. Parce qu'il faut être précis, il a donné des chiffres statistiques, on va être précis à tous les niveaux. Donc 187 millions, à l'époque, le combat le plus bankable de l'époque. J'ai regardé le combat. J'ai regardé encore le combat cet après-midi, en long et en large, 1h50. Moi, en tant que juge, je mets un match nul. Je mets un match nul parce que dans les deux cas, vous avez raison. Vous avez raison, l'agressivité ne fait pas gagner un combat. Mais les 6 premiers rounds, peut-être que De La Hoya est plus agressif, mais Floyd ne fait rien. Ce n'est qu'à partir du 6e et du 7e round que Floyd commence à toucher. Il y a 2 rounds qui sont un peu mitigés, le 2e et le 4e. Mais pour moi, les 6 premiers rounds, c'est De La Hoya. Et effectivement, ensuite, De La Hoya, sentant qu'il était fatigué, a continué avec une agressivité digne de l'acting. Et effectivement, Floyd a fait ce qu'il sait faire, de l'esquive, on touche. Et c'est qu'à partir du 7e round que Floyd prend le dessus parce qu'il touche. Effectivement, il ne met pas beaucoup de coups, il touche. Mais pour moi, c'est mon avis. Comme tu as dit, si on se contente des faits, on ne peut rien dire. Autant ne pas faire des back in time.
Tu vois ce que je veux dire? Autant ne rien dire parce que les faits sont ceux qu'ils ont été. Mais pour moi, là, il y a match nul. Et même le split decision, je trouve peut-être justifié ou pas, mais ça aurait été de l'autre côté, je n'aurais pas crié au vol non plus. Après, quand il y a un doute comme ça, parce que quand tu mets split decision comme ça, moi, ce que j'aurais aimé voir, comme il y a eu par la suite avec Maïdana, quand il y a un doute, on fait le 2. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le résultat est là. Tout ce que nous ne pouvons que faire, c'est de parler, parler et mettre des hypothèses. Respect à Floyd, il a gagné le combat. J'ai toujours ma pensée là-dessus, ce qui ne changera pas. Hein. Il a perdu le combat pour moi. Pour vous, il a gagné, certes, mais bon. Donc, on va encore rappeler, les gars, abonnez-vous, partagez, commentez. On veut aussi connaître vos avis sur. Ah, Johan, j'aurais bien voulu te voir dans cette partie-là, Johan. Ça aurait été drôle. Mais bon, partagez, commentez, abonnez-vous aussi aux pages La Capsule sur Facebook et La Capsule MMA sur Twitter. Ce qui nous amène au main event de ce week-end. UFC 286, Kamaru Usman, Leon Edwards pour le titre en welterweight, le titre qui appartient en ce moment à Leon Edwards. Dans la carte, en co-main event, on a Raphaël Fiziev contre Justin Gaethje. Les gars, comment vous voyez la chose se passer? Donc, on va rappeler, on va analyser le co-main event et le main event, et aussi on va pronostiquer le co-main event et le main event. Donc, on commence avec le co-main event. On a Raphaël Fiziev qui est sur une série de victoires de 6, qui va affronter Justin Gaethje qui revient d'une défaite contre Do Bronx, Charles Oliveira. Comment vous voyez le combat se passer, les gars? On va donner la parole à Léo. Let's go. Bon, les gars, misez déjà sur le combat le combat de la soirée. Parce que là, on a deux farfelus, mais clairement, deux farfelus, deux mecs qui vont au combat. J'ai revu encore les 4 défaites de Justin Gaethje. J'ai l'impression même que quand il prend les coups de poing et qu'il perd, il est content. Il sourit. Ah, oh, j'ai perdu. Des gens qui aiment la castagne, tu vois, non? Tu sens que ça, là, ça va aller loin. Et quand je regarde les combats de Raphaël Fiziev, là, ces 5 derniers combats, ou 5 ou 6, performance de la nuit ou combat de la nuit. Tu comprends? Là, c'est un combat qu'il ne faut pas rater. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Ousmane Edwards, on va s'emmerder. Je t'annonce déjà, on va s'emmerder. Donc, c'est ce combat-là qu'il ne faut pas rater. Ça va être un combat de force et ça va être un combat où le plus jeune, et moi je te dis, le plus jeune gagnera. Le plus jeune, pas au niveau de l'âge, mais le plus jeune en performance, la fluidité, c'est celui-là qui va gagner. Tu comprends? Parce que là, ça peut même se terminer en 20 secondes, hein, ce combat-là. Parce que celui qui va prendre le nerveux coup à la mâchoire, là, il est mort. Je ne donnerai pas mon pronostic maintenant, mais moi, les gars, là, ça va être un combat à suivre. C'est trop, mais j'espère que ça va beaucoup saigner. Ce combat-là, j'espère que je vais voir du sang. C'est tout ce qui m'intéresse sur ce combat. Je ne vois pas les gars arriver à la décision. Je ne vois pas les gars arriver à la décision. Mais je sais que est-ce qu'ils vont passer le 3e round? Je ne pense pas aussi parce que ce pas des gars. C'est sur 3 rounds. C'est sur 3 rounds. Ah! Non, le combat il va. On dirait que c'est Léo qui a raison. Hein. Je ne sais pas si les gars là vont passer le 1er round. Il y a un qui va mourir. En tout cas, le plus faible va prendre cher. Ouais, ça va être une guerre terrible, ce combat-là. Donc, oui, à mon avis aussi, ça va pas finir les 3 rounds. Ou sinon, mais si ça va aux 3 rounds, ça va être une guerre terrible. Moi, ça me fait penser au combat de Michael Chandler contre Justin Gaethje aussi. Je pense que ça sera une guerre comme ça. Après si Fiziev vient avec les takedowns, ça va changer la dynamique du combat, mais je veux que ça reste lui.
Je veux que ça reste debout et Tu que sais, ça c'est quoi sonne. la différence entre Fiziev et Chandler? Ouais, C'est je qu'un n'est pas pense que bête. c'est le cardio. Voilà, merci. C'est qu'il y en a un qui est pas bête. Ouais, Mhm. c'est ça en fait le truc. Vas-y, John. Vous avez tout dit. Là, on a potentiellement, sur le papier, on a potentiellement un combat. On peut avoir potentiellement le combat de la nuit. Ouais, C'est-à-dire, on a des gars, Mhm. Justin Gaethje, lui, à un moment donné, je Il crois que son réfléchit surnom pas. est bien trouvé. Parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que le game plan, en fait, il déconnecte et il veut seulement le chaos total. terminé avec toi. C'est-à-dire, tu as l'impression que le coach lui dit non, Justin, va, applique-toi, déplace-toi. Il dit à un moment donné, ça saute et puis il veut seulement taper dans tous les On sens. dit, Et tu sais, on dirait les chiens où on dit, allez, chop, chop, chop. exactement. Et tu as Fiziev qui, pareil, mais en plus mesuré. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de la guerre et qui sait comment répondre. Yeah. Quand son combat contre RDA, il n'a pas peur de répondre. Donc, même les changements de niveau, c'est quelqu'un qui est prêt. Et pareil, Regarde le combat contre Bobby le Green. combat là n'arrive pas à la fin. Mhm. Regarde le combat contre Bobby Green. Ah. Oh, C'est un guerrier, Raphaël. Raphaël, c'est un guerrier. Ton physique, déjà. en tout cas, Donc, c'était ça pour le co-main event. Ce qui nous amène au main event de la soirée. Kamaru Usman contre Leon Edwards 3. Le premier combat, c'était soldé par une décision unanime de Kamaru Usman. Le deuxième combat se solde par un headshot dead, pound for pound, de Leon Edwards. Maintenant, ça nous amène au troisième combat à Londres. Comment vous voyez la chose se passer? Est-ce que vous me permettez de commencer? Commence. vas-y, commence. Vas-y. Let's go. Donc, moi, je vois la chose se passer comme cela, en fait. Du deuxième combat, je ne retiens qu'une seule chose. Je ne retiens même pas le headshot, hein. Du deuxième combat, je ne retiens pas le headshot dead. Du deuxième combat, je retiens le premier round. Parce que après le premier round, Leon Edwards n'était plus le même. Pourquoi? À cause de l'altitude. Ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Les gars combattaient en altitude. On peut entendre le corner de Leon Edwards dire What's going on, son? Give me something. You're not the same. Parce que les gars, l'altitude coupe le cardio des combattants. Et ce n'était pas seulement pendant ce combat-là que ça s'est passé, hein. Ça s'est passé pendant toute la soirée. Tous les combattants ont été victimes de l'altitude. Donc, à qui vous donnez le premier round? À qui je donne le premier round? C'est cela qui va déterminer l'issue du combat. Moi, je me dis aussi que le combat va aller jusqu'à la décision des juges. Et mon pronostic, vous l'aurez à la partie pronostic. Effectivement, moi je suis d'accord avec Erwan. Nous savons tous que Erwan a eu un pronostic idéal parce qu'il devait me dépasser, sinon il n'allait pas prendre ce risque-là. Mais il veut jouer trop, le gars qui a trop eu le flair alors qu'il était en stress, en sueur. Et on sait tous comment ce combat risque de finir. Et comme Léo avait dit tout à l'heure, il sera ennuyeux de ouf. Non, pour moi, il ne sera pas si naze que ça. Bon, on a parlé de la partie altitude qui a eu qui a eu beaucoup d'influence en fait sur la performance de Edwards. Mais pour moi, il sera pas naze. Parce que si tu prends le premier round, rien que le premier round, et on laisse le reste du combat, tu vois à quel point c'était disputé. Et pour répondre à ta question, je le donne même à Edwards. Et quand si on se base sur ce premier round et du fait que le gars sera à son niveau, il sera en forme, parce que moi j'avais pronostiqué au premier victoire d'Edwards à la décision. Pour moi, on n'aura pas un combat ennuyeux. Il sera très stratégique parce que Kamaru, en fait, ne va pas vouloir répéter la même erreur. Il ne va pas vouloir répéter la même erreur parce que bien avant le head kick,
Edwards avait remarqué en fait la faille. Il avait trouvé la faille, mais il n'arrivait pas à timer le gars. Bon, à la fin du truc, il s'est dit, de toute façon, il a envoyé un Ave Maria, il a dit ça passe ou ça casse. Et si il est en forme, et je pense qu'il le sera, on aura un Edwards beaucoup plus à l'image de son premier round. Et Kamaru, suffisamment stratégique, jouer avec ses forces. Je ne pense pas il va lutter quand ce sera nécessaire de lutter, striker quand ce sera nécessaire de striker. Donc, on ne sera pas dans l'ennui comme vous le pensez, en fait. Moi, voilà. Bon, écoute, John, je pense que tu es très paradoxal dans ce que tu dis parce que qui dit stratégie en MMA dit on s'emmerde. Voilà. Pas nécessairement. C'est aussi simple que ça. C'est la plupart du temps, c'est ça. Moi, je vais te dire comment ça va se passer. Premier round, ils vont se jauger. Ah, pam, parce que l'autre, il a gagné par un high kick, mais il ne faut pas suivre, il a quand même galéré. Et l'autre, il a pris un high kick, donc il va réfléchir. Donc, ils vont se regarder. Deuxième round, Kamaru va vouloir endormir le combat parce qu'il est stressé. Il ne sait pas comment prendre le truc. Mais malgré tout, même si le combat n'est pas ennuyant, le combat va s'arrêter au troisième ou au quatrième round. Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va être tellement fatigué de l'ennui de ce combat, mais il y en a un qui va vouloir démarrer et qui va se faire contrer. Aussi simple que ça. Voilà comment moi, je vois le combat. Ce qui nous amène à la partie pronostic. Donc, comme je disais, on va pronostiquer le co-main event et le main event. Let's go, Silvio, on commence avec toi. Geji KO au deuxième round et Kamaru à la décision. Fiziev, KO troisième. Kamaru, soumission au quatrième. Fiziev à la décision et Leon Edwards, soumission au quatrième round. PDF, KO, troisième, Kamaru à la décision. Fiziev, KO premier, Kamaru, soumission troisième. Donc, c'était ça dans la capsule, les gars. N'oubliez pas, partagez, likez et commentez aussi. On veut savoir sur qui vous penchez pour le co-main event et le main event et quel combat vous avez hâte de regarder pour la carte UFC 286, le gars. Donc, on se dit au mois prochain pour la carte UFC 287 qui va opposer Pereira contre Adesanya. Et aussi, pendant ce mois, on a Tank contre Garcia. On a aussi Usyk contre Fury, les gars. Le podcast du mois prochain sera un podcast de feu. Donc, les gars, dites là où les gars peuvent vous retrouver. On commence avec qui? John, vas-y. C'est Antifoot 2. On attend Benzema, doit s'exprimer pour le peuple. Voilà. Léo. Scientifoot 2, Virus, non, Léo Le Versé sur Instagram, Twitter, Agathe FC. Salut les gars, salut les gars. Vous pouvez me trouver sur Twitter, Tranquillo Parker. Je donne des cours de fitness juste pour les gros boules. Silvio. Alors, sur Facebook, SlyADL et sur Instagram, Silvio.Adandé. Let's go! Moi, c'est Tobbs. Vous savez déjà où me retrouver. Black Bibon. Tobbs sur Facebook. Donc, on se dit samedi prochain, juste après pour le débrief en live sur Facebook. And direct. Donc, on est ensemble, les gars. Until then, we say peace.